Et Renault s'enfonce parce que c'est une entreprise qui a un dialogue particulier. Parce que Renault, c'est quoi? C'est quoi Renault? Le PDG de Renault, il est nommé par l'État. Et donc Renault ne peut pas tenir ce discours-là sans la protection de l'État. Et que disent les juges, par exemple, onusiens? Ils nous ont dit qu'il y avait une confusion entre l'État et Renault. Donc, dans notre cas, l'État est doublement responsable. Et ça, on tient à le leur répéter. On leur dit non. Renault peut vous conduire là où vous ne vouliez pas y aller. Donc, pour l'image de la France, ils ont intérêt plutôt à nous dire, mais voilà, il y a la décision de l'ONU, puisque l'ONU nous écrit et il communique le même document à l'État français. Donc l'État français est à l'instant T au courant des échanges que nous avons avec l'ONU. Ils ont essayé de déformer la nature du jugement en disant que voilà, il y a tel machin, une interprétation. Or, la décision est définitive. Même s'il y a une erreur, on ne revient plus dessus. C'est terminé. Je vais citer un point où Renault a dit, mais l'État, du moins l'ONU, n'a pas reconnu la ségrégation raciale. Mais il y a 8 articles. Et nous essayons de répondre à tous ces articles-là. Ce qu'on a appelé l'apartheid social. Nous, on n'a pas parlé de ségrégation en tant que telle, mais on a parlé de l'apartheid social. Et l'apartheid social, on a tiré de l'étude faite par Renault, justement, où il donne des indications que les Noirs ne doivent pas atteindre un certain niveau de responsabilité ou de ne pas les embaucher parce qu'ils sont des facteurs de tension et même les Maghrébins et avec les Domiens, on les considère comme des gens qui ont une intelligence moyenne. Donc il faut faire attention. Et que ce sont des gens qui viennent du Moyen-Âge et que la manière de s'exprimer, la manière de s'adresser à eux, il faut faire attention. Et donc tout ça, c'est écrit. Et Renault le sait. Moi, je suis noir. Renault me dit, écoutez, vous ne pouvez pas être français. La poule n'a jamais pondu d'œufs noirs. Et Renault n'a pas contesté. Renault n'a pas contesté. Vous allez aux archives de l'INA dès 1986, on le disait déjà, ils n'ont jamais contesté. Et donc, tous ces faits-là, pour un juge, où l'entreprise lui-même, où l'entreprise elle-même ne conteste pas, et le juge dit que non, c'est pas vrai. C'est tellement irréel que le juge lui-même n'y croit pas. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à discuter, à tendre la main à l'État, à tendre la main à l'entreprise, à tendre la main à tous les hommes de bonne volonté qui seront disposés à traiter avec nous. S'ils ne le font pas, on va faire le tour du monde, puisque moi, le séjour que j'ai passé au Vatican n'est pas vain. Donc on va essayer d'utiliser des structures qui existent pour donner des conférences de presse et même faire une action, pourquoi pas au niveau des Nations Unies, directement, puisque l'ONU continue à nous soutenir. Mais l'ONU ne peut pas exercer de contraintes contre l'État. Et c'est de là que Renault joue dessus, en disant, vous êtes dans l'impasse. Et comme on a épuisé les voies de recours internes, donc on ne peut plus porter plainte contre eux en France, en matière de discrimination. Donc on se retrouve dans un cul-de-sac et soumis à la bonne volonté des uns et des autres. Si eux, ils ne veulent pas régler le problème, on n'a aucun moyen. Nous n'avons aucun moyen. Alors, juste pour compléter ce que dit Laurent, et ce que dit Laurent est fondamental. Et je vais, mon voisin de l'extrême gauche, mais ça n'a rien à voir avec la politique, hein, parlait tout à l'heure de la question de mémoire. C'est très important. Je me rappelle quand Laurent Gabaroum a commencé sa grève de la faim. C'était titré la une du Parisien. Le Français d'origine tchadienne est appelé à rentrer chez lui. C'était comme ça. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Donc, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que la question de la mémoire, c'est aussi les actions que Laurent souhaite que nous puissions mettre en place depuis que nous le suivons
Enfin, j'aime pas, je suis éducateur, donc le mot combat, c'est pas propre, c'est plutôt négociation, hein, dialogue, voilà, le mot dialogue. Ce dialogue que lui, il a amorcé depuis le moment où il a fait cette grève de la faim et que les médias ont commencé à parler, pour moi, ça constitue un manuel pédagogique pour la transmission de l'histoire, pour que les jeunes générations puissent s'en approprier, pour qu'au quotidien, qu'on en parle, et que, comme je le disais tout à l'heure, je ne cesserai de marteler sur le fait qu'une fois qu'on a reconnu cela, et que j'allais dire un gros mot, non, je ne dis pas, excusez-moi, de temps en temps, quand ça me prend de parler, je peux dire bon, je sais que je suis en conférence de presse, donc fais attention aux journalistes. Si je dis des choses, on va dire que monsieur Foppa dit ceci, alors que c'est monsieur Foppa qui parle. Non, bon, non, que ce gouvernement mette en place des structures, des cadres d'accueil, d'écoute, de compréhension des victimes qui le plus souvent sont des personnes en extrême précarité et le plus souvent des personnes jeunes et des personnes jeunes qui ont un parcours chaotique de par leur situation migratoire et qui arrivent. Vous avez parlé de l'insertion. C'est le conseil d'insertion qui en parle. Vous savez, les CV, machine, tout le bazar. Hein? Et quand on va... Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que j'ai dit tout au début que la qualité du public qui est là aujourd'hui, pour moi, me satisfait dans la mesure où il y aura le relais. Chacun de retour dans son environnement immédiat va dire « J'ai assisté à une conférence de presse où on a parlé d'une question humaine. » Parce qu'il s'agit de la question humaine. Donc voilà, ce que Laurent souhaite et que nous souhaitons, c'est qu'au quotidien, qu'on en parle. Et puis, qu'on saisit du fait que le gouvernement Macron a reconnu cela pour continuer d'en parler au quotidien, dans nos familles respectives. Dans l'accord qu'avait présenté Renaud du cloisonnement professionnel dans cette entreprise, il me semble que l'État a son rôle à jouer aussi, puisque l'État français est l'actionnaire principal de Renault. Donc, l'État français est aussi concerné. Il s'agit maintenant de savoir, au sein de l'État, quel est l'organe auquel on peut s'adresser pour prendre cette histoire des discriminations affirmées et reconnues peut se résoudre. Parce que c'est un cas quand même grave du fait que la Constitution française parle d'égalité. Or, pendant la colonisation déjà, ce ne sont pas les Africains qui ont appelé les Français, qui les ont appelés à bras ouverts. Ce sont les Français qui voulaient faire de ces Maghrébins, de ces Africains, des Français. Ils ont acquis cette nationalité française. Et la Constitution française dit qu'il faut qu'il y ait liberté, égalité, fraternité, etc. Or, sur le plan pratique, l'État vient de reconnaître qu'il y a discrimination au sein de Renault. Les textes le prouvent et l'ONU est au courant. Donc, il faut qu'on sache à peu près à quel organe de l'État on peut s'adresser pour résoudre ce problème. C'est quand même honteux pour les jeunes, par exemple, qui étudient. Ils vont se dire, mais pourquoi étudier s'il y a un plafond de verre qui nous empêchera de progresser dans la société? Et avec ça, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, Laurent, je crois, le fait de discriminer ces Arabes, ces Africains, il les confine entre eux. Mais si ces gens-là s'organisent pour revendiquer leurs droits, on parle de communautarisme, alors que nous savons qu'il y a d'autres communautés aussi qui revendiquent leurs droits. Ça dit, en
En fait, c'est l'État ou certaines entreprises de l'État qui poussent les autres à se communautariser. Donc c'est une fausse accusation, quoi. Donc il faut chercher à savoir concrètement à qui s'adresser directement. Oui, mais ça, c'est le vrai problème, le vrai dilemme. Parce que l'État est parti à la procédure. Il existe une structure qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui est installée à Genève et qui échange des correspondances au nom de l'État français avec les institutions de l'ONU. Si on s'en tient à la procédure, c'est qu'une fois l'État étant parti à la procédure, une fois la décision connue, puisque la décision est officielle, enfin, est officieuse en 2016, l'OTAN est laissé à l'État, 2 ans est laissé à l'État pour réagir. Dès lors que la décision est définitive, il appartient maintenant à l'État d'intervenir, puisque l'État est souverain sur son territoire. Donc il appartient à l'État d'intervenir auprès de la société Renault pour lui faire injonction d'exécuter la décision. Parce que le problème aujourd'hui, c'est une question d'exécution. Ce n'est plus une question de jugement. Mais l'État ou l'État se substitue à Renault, règle le problème et se retourne contre Renault. Mais là, il y a eu une confusion d'intérêts. L'État et Renault sont un. Et l'État n'a pas voulu faire injonction à Renault de respecter la décision de l'ONU. Ils jouent la montre, ils disent simplement, on va faire l'impasse, on ne dit rien. Donc ce qui fait que moi, j'évoquais tout à l'heure le soutien de SOS Racisme. SOS Racisme nous a demandé d'écrire, ou nous a conseillé d'écrire au gouvernement. Mais au gouvernement, on s'adressera à qui? À qui au gouvernement? Est-ce qu'on s'adresse au chef du gouvernement? Donc, nous, on est sûr déjà qu'on va être mené en bateau et on ne va pas se retrouver. Donc, on attend, on fait confiance à l'ONU pour que l'ONU s'adresse directement au gouvernement français ou à l'État français comme il le souhaite et qu'ils reviennent vers nous, qu'ils prennent contact avec nous puisqu'ils sont au courant, ils connaissent le dossier, ils connaissent la situation. Ça fait longtemps que ça dure. Moi, quand j'étais à Rome, par exemple, on a été reçus par un fonctionnaire du Quai d'Orsay. Le Vatican nous a reçus avec un fonctionnaire du Quai d'Orsay, de l'ambassade de France plutôt, auprès du Vatican. Donc, ils connaissent le dossier. Ils connaissent le dossier. Voilà. Donc, s'ils ne réagissent pas, c'est parce qu'ils jouent la montre. Et donc, nous, on n'a pas inventé ou à inventer un interlocuteur ou à écrire des lettres ou on n'a pas un interlocuteur bien ciblé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi pour Renault. Renault aurait pu, le PDG de Renault aurait pu nous écrire en disant on règle le problème. À la direction du personnel, il y a telle personne qui est en charge du dossier, il prendra rendez-vous avec vous pour régler le problème. C'est terminé. Mais là, ils ne veulent pas. Ils disent oui, c'est la direction des ressources humaines qui va régler le problème. Mais c'est vague. Qui a la direction des ressources humaines? En revanche, la direction des ressources humaines nous écrit et m'écrit pour contester la décision. Mais moi, j'ai la lettre du PDG de Renault. Je remettrai tout à l'heure à qui voulait. Et voilà, donc c'est contradictoire. C'est tellement contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas régler le problème. Parce que pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est que devant les juridictions françaises, il y a beaucoup de difficultés à condamner les entreprises. Surtout quand ces entreprises sont du CAC 40. Et la peur de l'État, puisqu'on nous déboute systématiquement. Et parfois, on nous déboute sans raison, puisque le pouvoir non admis, le tribunal ne s'explique pas. Il classe votre dossier sans suite. Et il n'a pas à s'expliquer. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est que des Maghrébins, des Noirs, déferlent ou saisissent l'ONU et qu'on se retrouve avec des dossiers
en quantité inestimable. Et c'est surtout ça que l'État a peur. Parce que si nous, on a raison, les autres, ils vont dire, ah mais tiens, ils ont été déboutés par les juridictions nationales, ils ont porté l'affaire devant l'ONU et ils ont eu gain de cause. Et ils sont indemnisés. Et l'indemnisation est encore beaucoup plus élevée. Donc, dans ces conditions, c'est la voie à suivre. Et donc, eux, ils ne veulent pas le mauvais exemple. Et ça, on est conscient. Donc, ils font tout ce qui est possible pour, disons, étouffer l'affaire. C'est-à-dire que si moi, je suis prêt demain à aller négocier avec eux un deal où on n'évoquerait pas le problème de racisme, parce que c'est ce que Renaud demande, on est prêt à régler le problème avec vous, mais oubliez la décision, oubliez la condamnation. Mais la décision est publiée sur le site de l'ONU et fait jurisprudence. Et donc, on a réalisé que c'était un piège à con. Parce qu'ils vont dire, ah, mais ces Noirs-là, ils sont intéressés que par l'argent. C'était ça la finalité. Parce que quand on va aller négocier, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est l'argent. Puisque la réparation est fondée sur l'argent. Donc moi, je leur ai dit, non, la première des choses, il faudrait, je peux même ne pas demander une réparation financière, mais à une seule condition, et Robert le disait tout à l'heure, qu'on me demande des excuses, ou qu'on exprime même des regrets, que ce qui s'est passé, c'était pas bien. On s'est trompé. On s'est trompé. Voilà. Parce que parmi les choses imaginées par Renaud, quand j'étais en Afrique, ils ont voulu m'évaluer. Parce que, pourquoi ils m'ont envoyé en Afrique d'abord? Ils m'ont envoyé en Afrique en disant tout simplement qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui des études supérieures en droit et économie soient faites par des Noirs, alors qu'ils crèvent la faim. Donc nous, Renaud, on va vous reconvertir de gré ou de force en agriculture et on va vous renvoyer en Afrique pour aider vos frères qui crèvent la faim. Et ils l'ont fait. Il y a tous les éléments de preuve au dossier. Et là, le juge, il dit que c'est pas vrai, mais j'étais en Afrique. On m'a contraint à y aller. On m'a envoyé en Bretagne. J'étais jusqu'à Montpellier, Iri-France, à Beauvais, chez Marcel Ferguson, pour apprendre à conduire et à piloter un tracteur. Alors que j'ai fait des études économiques, j'ai fait des études juridiques. Et je suis parti en Afrique. Malheureusement pour eux, une fois arrivé en Afrique, j'ai eu encore des chefs qui étaient des Européens en Afrique. Et ils m'ont bien apprécié. J'étais bien noté. Et j'ai même eu une note de félicitations de l'ambassade de France. Et quand je suis arrivé ici, dans les notes confidentielles, ils ont dit quoi? Compétent, mais en milieu africain. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Et donc on se retrouve vraiment dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas et ça nous dépasse. Voilà. Oui. Vous parlez de régler le problème. Oui. Ce serait quoi pour régler le problème? Si j'ai bien compris, il y a eu la décision de l'ONU qui parle de déni de justice. Oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait refaire un procès en France? Ah non, non, pas du tout. Il y a une résolution, la résolution 147 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui dit, une fois, j'ai la jurisprudence ici, au terme de cette violation, on a droit à une réparation. Et donc, on a fait une cotation, une estimation de notre préjudice, qu'on a communiqué à l'ONU. L'ONU l'a validé et l'ONU l'a envoyé à l'État français. Donc l'État français a tous les éléments en main pour qu'on négocie. Donc quand l'État français a voulu négocier, on lui a dit non, il n'y a pas de problème. On a eu une base déjà de négociation qui est validée par l'ONU. Et c'est combien cette base de négociation? Mais c'est pas l'argent. Je sais bien, mais c'est juste pour l'information. Mais non, mais c'est-à-dire l'ordre de grandeur aujourd'hui, ça dépend du pays. Si, pour vous dire la vérité, ça dépend du pays. Parce que si l'affaire est portée devant les juridictions internationales dans un autre pays, on refait le calcul. Mais si c'est en France, on tient compte du quantum français. Voilà. Donc, tout s'adapte en fonction des pays. Et en l'occurrence? Mais non, mais mais moi, en tant que tel, c'est pas...
pourquoi je ne suis pas capable de vous dire ça? Il y a une reconstitution de mon déroulement de carrière. Voilà, c'est sur la base de cette reconstitution, voilà, qu'on peut calculer le préjudice. Donc, comme ça, je ne peux pas vous dire. C'est pas possible. Parce que je n'ai pas tous les éléments en main. Alors, peut-on dire qu'il y a une complicité entre Renault et l'État et que l'État n'aurait peut-être pas le courage de reconnaître cette discrimination, de peur qu'il y ait d'autres conséquences, alors qu'on lui saurait gré de reconnaître peut-être ces discriminations. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une complicité. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui, c'est ça. Non. Écoutez. Non. Quelque chose quand même. Je t'ai dû connaître Jean-Christophe Sibéras. Ah oui. Jean-Christophe Sibéras, c'était le numéro 2 des RH de Renault, après Michel de Deverdy, qui a fait le toilettage du code du travail avec Martine Aubry. Et Jean-Christophe Sibéras, c'était le numéro 2. Il se trouve que c'était un socialiste dans le 20e arrondissement, au conseil municipal. Aujourd'hui, il est LRM à Sèvres. Et il se trouve que moi, j'ai reçu un bulletin de mon député des Hauts-de-Seine, que j'habite dans les Hauts-de-Seine, et notamment pour un meeting qui était organisé par ce député, LRM, qui avait invité Muriel Pénicaud, suite à la réforme du travail, justement, avec la débris électronique aussi. Et il y avait une magnifique photo de 3 personnes, ce député, Muriel Pénicaud, et la main sur l'épaule de Muriel Pénicaud, Jean-Christophe Sibéras. Il faut se rappeler que Jean-Christophe Sibéras, c'était, après avoir travaillé chez Renault, en fait, il était chargé de tuer notre syndicat, parce qu'on était des vilains canards, en gros. Et il n'a pas réussi. Donc, comme c'était son objectif à lui, il n'a pas réussi. Il a été exilé au Brésil. Il est tombé sur les syndicalistes brésiliens qui lui ont fait comprendre que s'il ne se calmait pas, ça allait mal finir pour lui. Donc, il s'est calmé, sachant qu'il voulait faire. En fait, c'était un adepte de la politique CFDT, du réformisme. Et donc, nous, on n'était pas réformistes, on était un syndicat revendicatif, donc forcément, on ne faisait pas. D'où le fait que j'étais discriminé aussi. J'ai fait condamner Renault Prud'homme aussi pour discrimination syndicale. Mon secrétaire général de l'époque aussi, d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire qu'on était. Il n'y a pas que l'immigration en cours qui est des fois discriminée. Quand on a un syndicaliste qui se bat trop bien, en général, on le vire ou on s'arrange pour le discriminer en évolution de carrière, etc. Et Jean-Christophe Sibéras, à un moment donné, quand il y a eu la série de suicides au Technocentre, ils ont viré tout le staff des ressources humaines et ils l'ont rappelé en France. Où il s'est dit très vite que, en gros, s'il y avait un nouveau suicide, il serait lui-même viré derrière. Donc il a quitté Renault, il est parti au Pôle emploi. Au Pôle emploi, il se trouve que là aussi, il a voulu faire de la CFDT et ça ne plaisait pas dans le cadre du Pôle emploi. Et en plus, c'était plutôt un chef de force ouvrière, parce qu'il y a quand même des événements syndicaux dans certaines sociétés. Du coup, il est parti chez Rodia Solvay pour faire son. Et ensuite, il est devenu président des RH de France. Donc, on le voyait souvent d'ailleurs sur les médias, France Info, etc. Il était souvent convoqué par tous les médias. Et ce Jean-Christophe Sibéras, il a une éminence grise de Renault au sein du gouvernement avec Muriel Pénicaud. Bien. On ne connaît pas la réponse à ta question. Tout à fait, non, mais tout à fait, ben oui. Tu ne voulais pas donner la réponse. Non, mais ça, ce sont des rapports que les gens peuvent avoir entre eux. Il est chrétien. Et qui... Tu sais, Carlos Ghosn aussi, l'État français l'a sauvé plus d'une fois à l'affaire d'espionnage. Bruno Le Maire qui explique que Carlos Ghosn n'a jamais eu d'abus de biens sociaux. Il faut savoir que nous, on a déposé au moins 11 plaintes au pénal contre Carlos Ghosn, dont une affaire d'aide bien social suite à l'affaire d'espionnage. Et tout ça, ça a été transformé en non-lieu. Donc, je peux te dire que les accointances Renault a le bras très très long. Au niveau des gouvernements successifs, pas forcément le dernier, depuis Sarkozy, Hollande et maintenant. Non, mais dire qu'il y a une complicité active entre Renault et l'État pour étouffer mon affaire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison toute simple. L'autorité française, l'État français, dès lors qu'il y a une décision de justice, l'État français respecte toujours la décision de justice. Au bout de combien de temps?
Non, en tout temps. En tout temps. Mais si, mais si. Et quelles sont les décisions de l'ONU qui ont déjà été respectées par un État? Non, mais... Non. Mais il y en a plusieurs. Il faut les citer. Mais, Moi, je pense qu'il faut partir sur un tribunal qui peut contraindre l'État français à faire quelque chose. Pas l'ONU. Non, mais on peut saisir un tribunal. Il y a plusieurs voies externes, par exemple, où on peut aller traîner la France devant ces tribunaux-là. C'est possible. Mais nous, en tant que tels, on leur dit... En tant que chrétien, vous ne voulez pas le faire. Non, mais c'est... Non, mais j'essaye d'être honnête parce que pour moi, il faut être honnête parce que l'État en tant que tel, c'est pas l'État qui nous discrimine, même si ce sont ses juges. L'État ne nous discrimine pas directement. Et l'État, c'est parce que les faits se sont déroulés sur son territoire que sa responsabilité est engagée. Donc, il faut faire la part des choses. Et à chaque fois qu'on avance, on dit oui, on essaye d'abord de toucher l'État, de lui répéter tout le temps que nous, on est disposé à avancer. Si l'État nous écoute et dit « OK, on règle le problème », il n'y a pas de problème. Mais si l'État refuse, à partir de là, on peut considérer que l'État a pris parti pour l'une des parties. C'est tout. Mais parler de complicité, non. L'État est juge et parti. Oui, mais ça se passe sur son territoire. Et les magistrats sont des fonctionnaires. C'est tout ça. C'est tout ça qui engage sa responsabilité. Mais les gens qui nous disent, c'est la responsabilité de tutelle, tout simplement. L'État en tant que tel, c'est pas l'État qui... L'État, c'est vous et moi. Donc l'État ne nous discrimine pas. L'État français n'est pas raciste. Ce sont des structures qui sont racistes. Des personnes. Oui, mais des personnes, oui. Est-ce que votre penchant pour votre religion ne vous empêche pas de voir les choses comme les autres? Vos cas, cher Renaud, ne sont pas étrangers dans votre corps de métier. Je suis journaliste audiovisuel formé en France. Toutes les grosses chaînes de télévision en France, de TF1 à la dernière, ont diffusé mon travail à un certain moment. Je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané en France. Il y a un noir par chaîne et un corps. C'est comme si tous les journalistes noirs sont embauchés en Harry Roselmack. Vous dites que l'État français n'est pas raciste ou n'est pas discriminant, ok. Car l'État français, c'est vous, c'est moi, c'est le blanc, c'est le noir, c'est l'arabe, c'est tout le monde, c'est le juif. Ok, mais ceux qui dirigent cet État-là n'ont-ils pas toujours été discriminants depuis la Première République jusqu'aujourd'hui? Des cas comme ça, on en trouve en football, où votre ami Lilian Thuram se parle de lui. Tous ceux qui jouent sont noirs, blanc, vert, ou tout ce que vous voulez, mais les dirigeants sont monocolores, comme si les noirs avaient des neurones en moins, comme si les arabes avaient des neurones en moins. Il a fallu que Jamal Belmadi aille en Algérie pour gagner quelque chose. Ne pourrait-il pas entraîner une équipe de football de première division ici en France? Laurent Gabaron, sortez de votre religion et dites les choses, s'il vous plaît. Non, mais moi, je suis d'abord en tant que juriste. C'est-à-dire que dès lors que je dis quelque chose, il faut que ça soit étayé par des éléments de preuve. Dès lors que je n'ai pas d'éléments de preuve, je ne peux pas accuser quelqu'un. C'est surtout ça. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Moi, je dis, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le départ qu'on tend la main à l'État. Et que, à travers cette conférence de presse, on lance un appel solennel au président Macron pour qu'il s'approprie du dossier et qu'il nous aide à trouver une solution. C'est surtout ça. Mais on ne court pas derrière des accusations infondées ou non prouvées. On peut le constater, ce sont des constats de tous les jours. Mais si moi je dis telle personne est raciste, mais il faudrait que j'apporte des éléments de preuve. Je ne les ai pas. Les cadres blancs, ce n'est vraiment pas de racisme. Noircir des cadres qui sont blancs pour dire que Renaud n'est pas raciste. Oui, mais je peux constater. Mais pour l'affirmer, il faut que le tribunal se soit prononcé sur le dossier.
Si le tribunal valide la décision ou émet un jugement qui va dans mon sens, je dis oui, c'est vrai. Mais si le tribunal ne se prononce pas sur l'affaire, mais moi, ça peut être de la diffamation. Non, mais juste c'est pas pour venir au secours de Laurent, parce qu'il est accablé par ça, mais c'est juste pour donner un avis qui est, que je l'ai dit d'ailleurs au début. Non? Il y a des jeunes qui sont derrière vous. Pense à eux. Oui. Justement, Oui. en passant à ces jeunes, en passant au travail qu'on fait au quotidien à ces jeunes, pour casser, n'est-ce pas, les frontières. Je parlais tout à l'heure de l'ignorance de l'humain. On est tous. La déclaration des droits de l'homme, c'est pas pour le noir ou le blanc ou le machin, c'est pour l'homme. L'homme avec un H majuscule. D'accord? Donc, toutes ces actions qui sont engagées par les uns et les autres, Lilian Thuram, sa fondation, et puis c'est juste pour qu'on prenne conscience que l'homme, on parlait de la diversité. Si on ne reconnaît pas cette diversité contenue dans l'homme, et c'est trop facile de dire l'État alors que l'État, c'est qui? L'État, je ne vois pas l'État, mais je vois l'État en chacun de nous qui pose une action, soit qu'il soit fonctionnaire ou non. C'est ça, moi. C'est trop facile de toujours dire c'est l'autre, alors que soi-même, on est peut-être raciste quelque part, on est peut-être discriminant quelque part dans ce qu'on fait au quotidien. L'essentiel étant qu'on s'assied autour d'une table, peut-être pas trouver l'élément des preuves, mais tout simplement pour se regarder et se parler et faire quelque chose ensemble pour casser les barrières de l'ignorance humaine. En tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est le point de vue de l'éducateur spécialisé, c'est le point de vue de l'Association internationale Futurs sans frontières, c'est le point de vue de nous autres qui sommes engagés auprès de Laurent pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette négociation depuis assez longtemps pour la reconnaissance des turpitudes humaines. Ce n'est pas la turpitude d'un État fantôme qu'on ne verrait pas, mais c'est la turpitude humaine. C'est l'homme dans son ensemble qui est stupide. Je m'excuse. Oui, pour répondre à votre question, moi je pense aux générations futures, c'est vrai. Mais les générations futures, c'est ce qui est dans la jurisprudence. C'est l'histoire qui figure dans la jurisprudence. Et c'est à partir de là qu'ils vont s'approprier. En disant, à un moment donné, il y a l'ONU qui a mis en évidence la situation de telle personne. Puis ça fait jurisprudence. Et c'est ça pour les générations futures. Mais moi, par mon propre comportement, je ne dois pas être excessif. Je ne dois pas être un va-t-en-guerre. Je dois me dire simplement, les autres me regardent. J'ai une affaire qui est en cours. Et je me dois d'être réglo. Pour que, à travers moi, ils trouvent que dans la République française, on peut toujours poursuivre quelqu'un qui tente ou qui cherche à vous porter préjudice. Et que ces possibilités-là existent. Mais si on va faire le coup de poing, on va bousculer les gens, ce n'est pas ça l'exemple qu'il faut donner. Nous, on dit qu'il faut être patient dans la vie. Et puis essayer de comprendre aussi l'autre en face. Parce que pourquoi? Il y a eu la colonisation. On a traversé toute cette période de colonisation, on a évolué. Pendant la période coloniale, on nous fixait des niveaux de formation. Dans l'armée, vous ne pouvez pas dépasser le stade de sergent-chef. Et puis, dans les études, vous ne pouvez pas dépasser le stade de brevet élémentaire. Mais il y a quelques-uns, comme Aimé Césaire, comme Léopold Sédar Senghor, qui, même pendant la période coloniale, ont déjà fait des études supérieures. Ils ont atteint des niveaux de formation supérieure. Et donc, et aujourd'hui, ça s'est généralisé. Parce que l'adversité est beaucoup plus forte. On peut, mais il ne faut pas non plus envoyer les gens au casse-pipe. Et c'est surtout ça. Donc, il faut être responsable quelque part. On essaye d'être responsable tout en étant conscient du rapport de force qui existe.
Si on avait les moyens aujourd'hui d'aller imposer notre volonté à l'État français ou au gouvernement français, mais pourquoi on va tenir une conférence de presse? On va rallier l'opinion publique à nous. Et donc on doit être exemplaire. J'aurais un témoignage à vous faire si vous permettez. Je me prête à aller à Dubaï rencontrer un ingénieur français, d'origine africaine, qui à l'école a inventé, a fait une invention qui est arrivée en tête en France. Les polytechniciens étaient derrière lui. Ce monsieur s'est retrouvé en garde à vue en France toute une journée. Son épouse de 8h à 11h30, lui jusqu'à 18h30, parce qu'on voulait vérifier que lui, le noir, a pu inventer un tel objet. Aujourd'hui, il a eu marre de la France, il est à Dubaï, et bientôt il rejoint la Silicon Valley. Donc, lorsque vous dites qu'en France, il n'y a pas, nous savons quel terme vous utilisez, cela me fait un peu rigoler, Laurent Gabarou. Il va falloir à un certain moment, sans être violent, dire des choses. Si vous ne posez pas des problèmes, on ne va jamais les résoudre. On résout les problèmes qui sont posés. C'est une réalité en France, la discrimination existe. Et ceux qui dirigent la France, je parle, c'est des journalistes formés en France qui parlent, la discrimination en France est institutionnalisée. Je vous dis, et il faut je vous dire un certain nombre. Et Joby. Je suis de ceux qui pensent comme vous et qui parlent comme vous. Mais la différence qu'il y a entre Laurent Gabarou et vous et moi, et peut-être monsieur, c'est que moi, je ne suis pas engagée dans un procès, et en plus, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de réserve. Mais je soutiens. Moi qui soutiens, je dis. Vous qui soutenez en tant que journaliste, vous pouvez dire, donnez votre avis, justement. Mais lui, il ne faut pas oublier que l'affaire n'est pas terminée. Mais j'affirme, moi qui soutiens Laurent Gabarou, que le système est raciste, que le système est ripou. Mais moi, je ne suis pas témoin dans son affaire. Je suis simplement soutien. Et vous, en tant que journaliste, vous avez la liberté de dire ce que vous pensez. Vous pouvez toujours dire ce que vous pensez. Voilà. Mais lui, il a un devoir de réserve pour le moment, puisque l'affaire n'est pas terminée. Quand ce sera terminé, s'il a gain de cause, eh bien, non seulement il le dira, mais il le publiera. Cette affaire de racisme, il y a aussi une grosse question d'argent. Il ne faut pas oublier quand même que sur la colonisation, c'est déjà une affaire d'argent. C'était finalement d'exploiter les sols africains ou ailleurs, et puis les populations locales. Les entreprises, elles s'en étant la même chose. En fait, elles vont chercher la main-d'œuvre la moins chère possible. Donc derrière, on a commencé par les ouvriers, après c'était les femmes, les salaires moins les hommes. En fait, on cherche toujours le moins-disant social dans tout ça. Et le problème, c'est que derrière, ces grosses entreprises, notamment du CAC 40, ont des réseaux francs-maçons, des réseaux politiques, des réseaux, tout ce qu'on peut imaginer, religieux. Et on voit bien qu'il y a un débat au niveau de la justice française aujourd'hui. Parce que tout le débat originel de Laurent Gabarou, c'est un déni de justice. Puisque une inversion de la preuve, qui est pourtant un loi fondamental de ce que j'ai été conseiller de tribunal aussi. Donc je connais aussi un peu ce dont je parle. Et donc en gros, il y a une trahison de la justice par rapport à un dossier. On n'a pas écouté les remarques discriminatoires de Laurent Gabarou. Par contre, il y a une obligation à l'entreprise de justifier pourquoi ils n'ont pas discriminé. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi ils n'ont pas discriminé. Et pourtant, ils ont débuté Laurent Gabarou en faisant l'appel à Paris. Alors le problème aujourd'hui, c'est que on sait aujourd'hui que la justice est complètement traversée par des influences politiques, franc-maçonnes, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ces grosses entreprises du CAC 40 ont un poids considérable sur les décisions de justice aussi. Donc quand il s'agit de perpétuer le moins-disant social et puis les moindres coûts en utilisant la main-d'œuvre la moins chère, notamment immigrée, bah écoutez, c'est exactement ce qui se fait couramment. Alors après, effectivement, quand ça touche une population donnée, bah, on rentre dans le communautarisme, on dit voilà, c'est du racisme.
Alors, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est de l'exploitation humaine? On en revient un peu à ce que disait monsieur tout à l'heure sur tout ça, c'est des relations. Oui, c'est l'humain qui est derrière tout ça, et puis les travers humains. Alors après, la religion, c'est très de corriger ça. Pour l'instant, donc depuis l'aube de l'humanité, ça n'a pas tellement marché. Donc, je suis sûr qu'à l'époque de l'homme des cavernes, il y avait déjà des problèmes comme ça, entre les clans, les tribus, les grottes. Il y avait des conflits de ségrégation entre les Néandertals et les Cro-Magnons. Mais tout ça, on a ça encore aujourd'hui. Et puis derrière, il y a l'argent, la cupidité humaine, qui est un des moteurs fondamentaux de tout ça. Alors, je ne sais pas si les frustrations engendrées une paix sociale, mais même la paix sociale s'achète. Regardez le MEDEF. Ils achètent la fluidité du dialogue social, la paix sociale, tout ça, c'est du pognon. On achète des syndicats, on achète donc tout est corrompu derrière. Voilà ce que Voilà, mais sur ces mots, bon, on va conclure. On va conclure, donc en vous remerciant de votre présence. On attendra et on verra ce qui va se passer. Et on compte sur vous d'être le relais de notre cause, puisque je ne suis pas seul en piste. Il y a Breler et Kotor qui sont aussi dans la course. Donc voilà, notre sort est entre les mains, vos mains, les mains de Renaud, du gouvernement. Nous, on suit. Voilà.